Pistonnés, le rendez-vous des passionnés de Formule 1. Vous connaissez l'adage, par nous, pour nous. Et on est de retour, bien sûr, après le Grand Prix de l'Arabie Saoudite. J'allais presque oublier, j'étais déjà dans Abu Dhabi, les amis, parce que ça y est, on a notre finale. On en rêvait. Et Lewis Hamilton et Max Verstappen l'ont fait. Et on va en parler tout de suite de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite avec la HBG, la nouvelle drogue très en vogue parmi les passionnés de Formule 1. Le H, Hamza Ramani. Comment ça va, mon cher Hamza ? Ça va très bien, on l'a cette finale. On l'a les gars, et ça faisait longtemps. Je crois qu'on l'attendait en tout cas depuis des années. Le H d'un côté et BG de l'autre. Brice Germain, comment j'ai ça droit va ? aux deux initiales, moi. Bah oui, parce que BG quoi, tu vois. Le H ça claque et BG ça claque, tu vois. Pas ouf finalement. Non, le H c'est énorme, moi je trouve ça énorme. Le H c'est énorme. Ça va. Ça va la forme ? BG 74, j'aurais dû dire. Écoute, ça va. Ça va ? Ouais. Bon, tranquille. Écoute, impeccable. Les gars, on va débriefer la 21e et avant-dernière manche de cette saison. L'émotion qui prend ce plateau aux couleurs de Noël cette semaine, c'est les fêtes, c'est la fin de cette saison qui approche. Je vous rappelle le programme. Pole position, bien sûr, on y était hier avant la course et vous n'hésitez pas à retrouver cette émission sur la chaîne Winamax TV. Ça se passe notamment sur YouTube. Et puis aujourd'hui, le débrief et mercredi, le mag où on se rapprochera un petit peu plus de ce grand rendez-vous qui va nous attendre dès le week-end prochain, dès dimanche prochain, le Grand Prix d'Abu Dhabi avec deux hommes à égalité de points de notre vécu. Nous ne l'avions jamais connu en tout cas. Même toi. C'est pour ça. Ah oui, même moi. Ah ouais. T'es pas né avant 74. Ah non, 74, j'étais pas là, les gars. Désolé de vous décevoir. Je n'ai pas fait de lifting. En effet, j'étais pas là. Les gars, la première question que je vais pas vous poser. Vous êtes régalés hier devant la course ? J'étais debout devant ma télé, moi, personnellement. J'étais debout parce que j'ai trouvé ça fou. Ouais. Mais fou. Mais enfin, j'ai l'impression qu'avec ces deux-là, on dépasse les limites de choses qu'on n'avait jamais vues avant, en fait. Et grâce à eux, grâce à la différence de leur tempérament, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Et j'ai l'impression de découvrir une nouvelle limite du sport et je trouve ça beau. J'ai commencé le GP allongé. Je l'ai fini juste devant ma télé, donc écoute, que veux-tu que je te dise ? Ça a régalé. On va le dire les gars, pour préparer cette émission, c'était une nuit qui était très très courte parce qu'il s'est passé tellement de choses qu'à la fin de cette course, c'était impossible de ne pas la revoir, de ne pas revoir certains moves. Bref, on va parler de tout ça bien sûr dans le débrief dans quelques instants. Il était impossible aussi de commencer cette émission sans évoquer bien la mémoire de Frank Williams, le fondateur, le fondateur et patron bien sûr de l'écurie éponyme qui nous a quittés la semaine dernière. Qu'est-ce que ça représente Frank Williams pour vous deux ? Moi, c'est le dernier artisan qui a fait d'une famille une écurie de Formule 1. C'est l'essence même de je me pointe avec un moteur, je crée une voiture, je la mets sur une piste et je vois ce qu'elle vaut par rapport aux autres. Ça a tenu jusqu'en 2020 et le rachat. Mais Williams, c'est l'essence même de ce sport-là. C'est créer, innover pour performer. Et c'est un personnage des plus emblématiques du pré-business system de la Formule 1 pour moi. J'espère juste que désormais Williams sera traité avec respect par ses propriétaires, tout simplement, qu'il n'y ait pas au-delà même d'un éventuel changement de nom, c'est vraiment on traite Williams avec le respect pour cette écurie mythique que c'est en Formule 1, au-delà de la belle histoire. Et j'espère que ça continuera jusqu'au bout, tout simplement. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant que vous venez de dire, c'est le côté artisan, l'artisan devenu seigneur, l'homme qui a dédié sa vie en tout cas à cette écurie, qui a commencé au début à acheter des pièces détachées, des monoplaces, qui a bricolé, qui a consacré toute sa vie, tout son argent. Il faut quand même voir, c'est un type qui a hypothéqué sa maison pour son écurie de Formule 1 et s'était fait racheter par Wolf. Il était revenu, cette association avec Patrick Head qui est impressionnante. Je voulais juste vous relancer sur un dernier aspect, sa relation au pilote. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué étant petit. Il vire Nigel Mansell alors que Nigel Mansell est champion du monde en 92. Il vire Damon Hill en 96 alors que Damon Hill est champion du monde en 96. Bref, Jacques Villeneuve s'est étendu sur le sujet en disant le pilote était un employé et l'écurie primait sur le reste. Il y a cette relation avec Senna qu'il essaye de faire venir tout au long de sa carrière dans l'écurie et il arrive à le faire enfin en 94. Senna décède. Frank Williams n'en parlera jamais, mettra la pression sur Damon Hill pour qu'au procès ils disent que
il pensait que c'était une erreur de pilotage et non pas une erreur de sa voiture. Ça a été une immense fracture, bien sûr, pour Frank Williams. C'est ça aussi la légende de Frank Williams, cette relation particulière au pilote. En fait, cette relation particulière au pilote, elle vient du fait qu'il a une relation tellement particulière à son écurie et que l'institution primait tellement sur ceux qui la conduisaient. Pour lui, en fait, c'était les voitures et voir ces voitures rouler. Et quelque part, avec le temps, pour lui, il considérait que les pilotes avaient le privilège de rouler dans ces voitures-là et qu'ils devaient les sublimer. Donc, justement, le star system du pilote, lui, était totalement contre. Et il a été beaucoup plus proche de pilotes qui, justement, essayaient de faire progresser l'écurie. On l'a vu beaucoup plus proche d'un Valtteri Bottas, d'un Felipe Massa également, quand ces pilotes-là avaient pour ambition de faire progresser Williams et de faire revenir Williams sur le devant de la scène. Donc je pense que c'était avant tout pour lui ses créations qui primaient plutôt que les hommes qui les mettaient en valeur. Exactement. Et puis j'ai envie de poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, un Sir Frank Williams, avec la starification notamment des pilotes, mais ce qui est logique, mais au-delà même des pilotes, est-ce qu'il se sentirait toujours aussi à l'aise ou est-ce qu'il serait en adéquation avec la méthodologie de travail des pilotes actuels? Je sais pas, franchement je sais pas, mais de toute façon, c'est admirable à partir du moment où c'est son argent, c'est son équipe, on peut rien dire. Exactement. Exactement. En effet, voilà, en tout cas, l'hommage à Frank Williams. On parlait de la relation avec les pilotes. C'est vrai qu'avec Alain Prost aussi, ça s'était fini un petit peu en nœud de boudin en 93. En tout cas, voilà, il était important pour les pistonnés. Et bien, de partager un pan de culture F1, une histoire absolument incroyable. Ça mériterait d'ailleurs une vidéo totalement dédiée. On verra. La trêve est longue, les amis. Et je pense qu'on risque de se revoir au courant de l'hiver. Je le disais, c'était la 21e et avant-dernière manche du championnat du monde 2021. Ça se passait du côté de l'Arabie Saoudite, de Jeddah. Et on débriefe tout de suite un Grand Prix qui a été incroyable. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite, première édition d'ailleurs dans l'histoire de la Formule 1, 21e manche de cette saison 2021, marquée par la 103e victoire de Lewis Hamilton, auteur de son 19e hat-trick en carrière. Verstappen prend la deuxième place, le podium est complété par Bottas qui prend une importante troisième place. Esteban Ocon signe une magnifique quatrième place, mais également très frustrante, on va y revenir, devant Ricciardo et Gasly. Deux Ferrari dans le top 10, une Alfa, celle de Giovinazzi, qui se paie le luxe quand même de devancer la McLaren de Lando Norris. À noter aussi également seulement 15 voitures à l'arrivée. Ça faisait quelques temps qu'on avait vu autant d'abandon. Les 4 enseignements de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, vous allez les découvrir. Ils sont à majorité bien sûr consacrés à ce duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. On va se poser la question notamment des stratégies ratées du côté de Mercedes, du côté de Red Bull. On va se poser aussi la question de cette négociation de la honte lancée par Michael Masi auprès de Red Bull après l'arrêt suite à un drapeau rouge. On va discuter de tout ça et de l'attitude en règle générale de la FIA. On n'a pas été tendre avec la FIA depuis le début de cette saison. Je ne pense pas qu'on le soit aujourd'hui. Et puis, on reviendra aussi également sur le podium de Bottas. Est-ce que justement ce podium permettra d'assurer le titre constructeur pour Mercedes? Mais tout de suite, on attaque sur le premier enseignement. La tension est à son comble, les amis, avec cette tragédie en 5 actes qui s'est déroulée sous nos yeux hier. Le 10e tour déjà, pour commencer. Bottas qui ralentit Verstappen. J'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que pour vous c'est un acte antisportif? On rappelle que le règlement ne prévoit rien en tout cas là-dessus. Aucune sanction bien sûr contre Valtteri Bottas. 15e tour, l'action du deuxième départ avec Hamilton qui tasse Verstappen, obligé de couper au virage 2. C'est là à ce moment-là qu'aura lieu ce deal FIA Red Bull. Moins de place au restart pour Max Verstappen. 17e tour, donc après le restart, le dive bomb de folie lors du troisième départ, dépassement magistral de Max Verstappen à l'intérieur, partie troisième qui se retrouve premier au premier virage. Le 37e tour, la défense rugueuse de Max Verstappen. Hamilton prend l'extérieur et Verstappen l'emmène dehors. Et d'ailleurs, on y reviendra dans le troisième enseignement, mais il a été pénalisé de 5 secondes à ce moment-là, alors que le move nous rappelle un petit peu celui d'Interlagos. Bref, encore un problème de constance, mais ce sera pour tout à l'heure. Et puis le 38e tour, ce fameux accrochage, Verstappen veut rendre la place à Hamilton, qui lui veut attendre de passer, on va dire, la zone de détection de DRS pour ne surtout pas se faire cocufier, pardonnez-moi l'expression, mais je pense qu'elle est tout à fait de rigueur. Et là, à ce moment-là, on le saura un peu plus tard dans la soirée, après la course, pénalité de 10 secondes. Encore une fois, pour
vous donner tous les éléments, puisqu'on ne dispose pas des images, les deux réactions, celle de Lewis Hamilton et de Max Verstappen, et la question aussi également que je vais vous poser. Est-ce que, quelque part, ça a été une course intéressante, vibrante, mais est-ce que ce n'était pas une sale course, pour reprendre notamment les mots de Lewis Hamilton et de Toto Wolff. Lewis Hamilton qui nous dit « J'ai couru pendant 28 ans et j'ai rencontré beaucoup de personnages différents. Il y en a quelques-uns qui dépassent la limite, qui croient que les règles ne s'appliquent pas à eux ou qui ne pensent pas aux règles. Max en fait partie. Il a dépassé la limite, c'est sûr. Il a été sale. J'ai évité des collisions à tant d'occasions avec ce gars. » Réponse de Max Verstappen. « Les fans m'ont élu pilote du jour, c'est qu'ils savent donc ce que c'est de courir. Que dire d'autre? Pour moi, ce n'était pas de la Formule 1. Je ne suis pas content. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas croyable et ce sport est plus une question de pénalité que de course en piste. » Est-ce que Max Verstappen en a trop fait ce week-end? Faut-il le blâmer pour ça? Est-ce qu'on a assisté, en définitive, à une sale course, les amis? Ah bon courage, je t'en prie. Alors déjà, il y a beaucoup de choses sur le tableau récapitulatif. Si on les prend dans l'ordre, la question que tu posais notamment sur Valtteri Bottas, est-ce que son comportement est sanctionnable pour avoir volontairement ralenti? On passe d'un écart de 2 secondes à 8 secondes au moment où Hamilton s'arrête. Le règlement ne le prévoit pas, mais il me semble, j'ai un vague souvenir que Sébastien Vettel, sur ses premières années Red Bull, avait été pénalisé. En Hongrie. Peut-être, ouais, certainement, à l'époque d'un drive-through, donc c'est 25-30 secondes de pénalité. Si on la règle, c'est 10 places d'écart entre 10 voitures d'écart entre la première voiture et la deuxième voiture. Est-ce que tu peux être sanctionné s'il y a plus de 10 voitures? Oui. Dans ces cas-là, pourquoi Bottas ne l'a pas été? Et si ce n'est pas dans le règlement, dans ces cas-là, pourquoi Vettel, il y a 10 ans, a été sanctionné? Parce que c'était peut-être un autre directeur de course et d'autres commissaires. Et donc, de l'interprétation. Ça, on y reviendra dans la troisième partie. Une autre philosophie de la FIA, peut-être aussi. Surtout. Est-ce que c'est une sale course? Moi, tant que ça se passe sur la piste, ça me dérange pas. Mais encore une fois, c'est depuis le début de saison. Mais c'est le troisième enseignement, finalement. On en revient toujours à la même chose. Mais si on en revient à la piste, je m'attendais à ce qu'il y ait une bataille si rude. Je m'attendais à ce que Verstappen défende de la manière que défend Max Verstappen depuis le début de sa carrière. On en a déjà parlé. Le règne par la terreur. Il refuse de se faire laisser passer. Moi, je suis pas surpris par ce qui s'est passé hier. Est-ce qu'il en fait trop, Verstappen, du coup, Brice? Par rapport à ce qu'on lui a autorisé avant, non. Aussi. On est dans le let them race. Attention à pas tomber dans le let them kill. C'est Max Verstappen. Est-ce qu'il en a plus fait qu'au Brésil? Est-ce qu'il en a plus fait qu'à Monza? Je suis pas sûr. C'est juste que là, la tension est montée d'un cran, que Lewis Hamilton aussi était tendu, que les moves ont été de toutes parts assez, on va dire, énervés. Musclé. Et qu'en plus de ça, musclé, et qu'en plus de ça, on est à Jeddah sur une piste où on frôle les murs. Donc tout cumulé, je suis pas sûr qu'on ait vu une sale course. Oui, en fait, il y a eu beaucoup de mouvements agressifs des deux côtés, plus de la part de Verstappen. Mais pour moi, en fait, quand on analyse les choses, quand je vois les deux déclarations, les deux se défendent. Je trouve que Max Verstappen court à la quintessence même de ce qu'est la course, quitte à aller jusqu'au bout du bout, et que Lewis Hamilton, lui, est dans une philosophie qui est inverse, mais qui est aussi celle de la course. Je ne vois pas vraiment de problématique à ce qui est arrivé hier, si ce n'est l'accrochage, où il y a mécompréhension. Et peut-être que c'est là le problème. Peut-être que c'est le fait qu'on laisse ces situations-là créer des mécompréhensions, des incompréhensions entre les pilotes, et que du coup, on peut arriver à un drame un jour parce que les deux ne se sont pas compris. Pour moi, c'est plus ça le problème. Juste pour vous relancer, il y a quelques semaines, là, sur ce premier enseignement, on va essayer d'écarter toute la responsabilité de la FIA, puisque vous l'avez compris, on va l'aborder dans quelques instants. Parlons vraiment de ce duel Hamilton-Verstappen. Parlons véritablement même du point de vue, on va dire, pilote. Il y a quelques semaines, je vous posais la question, notamment après Monza, je vous disais, attention les gars, est-ce qu'au bout d'un moment, à force que cette tension justement monte, est-ce que ça va pas être contre-productif pour l'image de la Formule 1? Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à l'arrivée de cette course, on l'a débriefé, on a travaillé cette émission pendant des heures, on
était là à se dire mais il s'est passé plein de choses, on s'est régalé, waouh, quel spectacle, c'était incroyable. Et à lire les déclarations des protagonistes tels qu'on l'a fait tout à l'heure, on a la sensation que eux n'ont gardé que quelque chose de négatif. Le côté sale, il s'est passé ça, dans l'esprit ce n'était pas bien, avec des blâmes qui viennent de Red Bull vis-à-vis de Mercedes et de Mercedes vis-à-vis de Red Bull. La tension est à son comble. À quelques jours d'Abu Dhabi, une finale extraordinaire où ces deux garçons seront à égalité. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'inquiétude pour vous, justement, après avoir vu les événements d'hier? Nous, on s'est régalé parce qu'on est spectateur, parce qu'on n'est pas acteur, parce qu'on ne sera pas champion du monde après Abu Dhabi. Verstappen, il est sur la piste. Ouais. C'est lui qui est peut-être à quelques heures de son premier titre mondial. Hamilton, il est sur la piste. C'est lui qui est à quelques heures de battre le record de Michael Schumacher. Eux, ils sont sur la piste. Donc eux, je peux comprendre qu'ils aient une perception complètement différente de la nôtre. Maintenant, le spectateur lambda, je pense qu'il s'est régalé. Donc, est-ce contre-productif pour la Formule 1, pour l'image de la F1 ? Je pense pas. Non. Par contre, eux, je suis pas sûr qu'ils s'amusent à faire ça. La tension, les montées d'un cran, sincèrement, je pense vraiment qu'au moment de l'accrochage. Parce qu'en fait, personne n'a compris ce que l'autre a fait. Max Verstappen a mis 2 coups de frein. Je suis pas d'accord. Il y a la télémétrie. Hamilton a refusé de passer. Les deux ne se sont pas compris. Et c'est là que tout a explosé. Parce qu'au final, ce qui s'est passé avant, on l'a déjà vu dans la saison. Et pour moi, il n'y a pas d'escalade sur ce qui s'est passé avant. Il y a des petits coups, machin. Les chefs d'écurie sont déçus, contents. Cet accrochage-là, ça a été le summum. Et par miracle, ça a entre guillemets peu influé le résultat de la course. Parce que Hamilton avait des pneus qui lui permettaient d'aller plus loin, que vraisemblablement il aurait dépassé Max Verstappen, et qu'au final, à la fin de la course, avec pénalité, on a 1 et 2. Donc, on a eu ça a explosé, et on a quand même droit à notre finale. Donc, ce qui s'est passé là, en termes de divertissement, c'est fantastique. En termes de combat en piste, c'est sale, mais est-ce que c'est sale volontairement ? Je suis pas sûr. Alors après, il y a ces 2 coups de frein. La télémétrie, que les commissaires... On a d'ailleurs la télémétrie, ce n'est pas que les rétrogradages. Est-ce que c'est sale volontairement ? Moi, avant même de parler de l'accrochage, prennent 2 fois, à mes yeux, est une incompréhension entre les 2 pilotes. Pareil. Moi, je suis désolé, mais l'accrochage, le dépassement de Lewis Hamilton et Verstappen, pour moi, c'est complètement volontaire de la part de Max Verstappen. De refuser de laisser passer Lewis Hamilton à ce moment-là. Excusez-moi, mais alors on en arrive à cet accrochage. Mais Max Verstappen, il quitte la piste en gagnant un avantage, c'est le règlement, puisqu'il ressort à 1 seconde 4 après le virage 3. Oui, à ce moment-là, alors il n'y a pas de contact, mais à mes yeux en tout cas, c'est volontaire de la part de Max Verstappen de ne pas laisser passer Lewis Hamilton. C'est pour ça pourquoi, là aussi, ça c'est la télémétrie, on voit tout en bas sur le dernier graphique, enfin sur la dernière courbe tout en bas, que il y a les 2 coups de frein de Max Verstappen. Il faut voir la ligne jaune. Exactement. Qu'on a en zoom, sur la slide d'après, si vous voulez les gars en régie. Voilà, exactement, celle-ci. Et on voit un premier coup de frein, un deuxième coup de frein de Max Verstappen. En gros, il met de la pression sur sa pédale de frein, et c'est pour ça pourquoi la courbe jaune est en train de monter la deuxième fois. Donc il y a un deuxième coup de frein de Max Verstappen. La pénalité, elle est logique à mes yeux. Maintenant, en fait, ce qui est regrettable, mine de rien, on est lundi matin. Max Verstappen, il nous a pondu des moments d'anthologie sur l'ensemble du week-end. Complet, oui, t'as raison. On n'en parle pas. Ouais, t'as raison. C'est complètement passé à la trappe. T'as raison. C'est vrai que c'est dommage. Son tour de qualification samedi, on l'entend depuis 2 jours, mais c'est vrai, moi c'est le sentiment que j'avais en voyant ce tour en direct. C'est du Singapour 2018 pour Hamilton. C'est du Singapour 2018 aussi pour Verstappen, parce qu'on a tendance à l'oublier, parce que c'est Hamilton qui signe la pole. Mais le tour de Verstappen aussi à Singapour en 2018, il est fantastique. C'est son 90% de tour, Hamza. Oui, c'est ça. Mais après, à la fin... 99%. Et ce qui te fait le plus briller à Singapour 2018, c'est le dernier virage. Et d'ailleurs, c'est cette dernière frôlade de mur. Pourquoi est-ce que Verstappen va aller taper le mur ? C'est parce qu'il freine au même endroit que sur son tour précédent, sauf qu'il est 7 km/h plus rapide avant le virage 27. C'est ce qui lui cause peut-être ce blocage de la roue avant gauche, et derrière il va aller heurter le muret. Mais qu'importe, il y a cet aspect de Verstappen. Il y a, donc ça c'est le virtuose, le pilote extraordinaire. Il y a ce départ où il passe Hamilton et Ocon. Ça c'est incroyable. Là aussi, le départ est fantastique. L'Arabie Saoudite, Jeddah, entre la ligne de départ, enfin les 3 premières places et le premier virage, ils ont dit quoi, 200, 300 mètres, même pas. Le départ de Verstappen, il est fantastique. Il est incroyable. Il est fou.
il est dur, il est rude au niveau du dépassement, mais là, c'est ce qu'on attend du pilote. Mais ça, on n'en parle pas, on n'en parle plus. C'est vrai. Mais non, parce qu'on est À chaque focalisé fois, Max sur Verstappen, là-dessus. le premier secteur de Verstappen. Pourquoi est-ce qu'Hamilton n'avait pas le DRS sur Max Verstappen? Parce que le premier secteur, alors c'est un secteur où il est compliqué de se suivre manifestement avec ses voitures. On verra l'année prochaine. Mais Verstappen, il prenait 4, 5 dixièmes, parfois 7, 8 dixièmes au tour sur le premier secteur seulement, sur Lewis Hamilton. Donc il n'avait pas le DRS. Et tous ces aspects pilotage de Max Verstappen, on n'en parle absolument pas. C'est balayé d'un revers de main par ce qui s'est passé en piste. En tout cas, on n'en parle pas quand on analyse le fait de la course. Après, effectivement, Max Verstappen fait un week-end sensationnel dans un circuit où on s'attendait à ce que Red C'est pas Bull l'enseignement premier. Hein? C'est pas l'enseignement premier. Ah bah, c'est sûr pas ce que que tu non. retiens de ce week-end. Évidemment, évidemment, parce que c'est le fait majeur qu'on a vu, c'est un accrochage entre les deux. Et c'est bien dommage, je te l'accorde. En attendant, ces 18 points, il les marque. Et ces 18 points, il les doit à son week-end fantastique aussi. Donc, on s'attarde sur un fait, parce que le fait, c'est quand même l'accrochage et l'incompréhension entre les deux. Après, en tous les cas, moi, je m'attendais à voir Max Verstappen 3e ce week-end, derrière les deux Mercedes, et en galère. Aujourd'hui, ce qu'a fait Verstappen, pour ramener cette Red Bull au niveau de la Mercedes sur un circuit qu'on pensait être à 90% de moteur, lui a prouvé que c'était un circuit où l'aéro, la flexibilité du châssis et l'assise moteur sur ce châssis étaient primordiales. Et ça, on l'aurait peut-être pas vu l'année dernière quand la Red Bull n'était pas aussi performante et que Hamilton aurait écrasé son coéquipier et on se serait dit de toute façon, c'est un circuit pour la Mercedes. Là, on a pu voir avec le talent de Verstappen qu'avec les qualités de la Red Bull, il arrivait à se hisser au niveau de la Mercedes sur un circuit qui était plus fait normalement pour la Mercedes. Et on l'a tous vu. Mais dans notre rôle là, on doit bien parler quand même de ce qui s'est passé et des deux hommes qui sont à la lutte pour le titre et qui ont failli faire un 0-0 hier sur une incompréhension. C'est quand même le fait qui a cristallisé un week-end total de tension. On est obligé de mettre le point là-dessus. Si tu ouvres aujourd'hui l'équipe, 4 pages sur la Formule 1. On parle de l'accrochage, on parle pas du tour qualif. Ouais. On parle quasiment pas du départ, il me semble, de Max Verstappen. Je pense que si tu prends les sites internet, si tu prends les avis même, tu sors dans la rue, des fans de F1 ou même des néophytes qui découvrent la F1, ils vont pas te parler du tour de qualif. Hier soir, tu as raison, hier soir, les deux gros enseignements, que ce soit dans les sites francophones, les observateurs francophones ou anglophones, c'était la FIA et cet accrochage, cette bataille Hamilton-Verstappen. Pour en revenir sur cet accrochage, encore une fois, Verstappen, il est malin, il essaye de jouer avec les règles. Pour moi, effectivement, il y a on le voit très clairement avec la télémétrie, il y a ce frein qui fait qu'il y a cet accrochage avec Lewis Hamilton. Mais le fameux règne par la terreur, Lewis Hamilton, je n'ai pas compris son comportement. Alors toi, tu as été sur les pistes, donc j'aimerais avoir ton avis. Quand tu suis quelqu'un, il n'y a pas de drapeau jaune qui ralentit, la logique voudrait que le pilote derrière le passe naturellement. Si demain, tu as un problème technique, Sébastien Vettel, Valence 2012. Fernando Alonso, il le passe tout de suite. Tous les pilotes le passent tout de suite parce qu'il sait. Donc là, il y a une. Il y a un manque d'information. Alors, ce qu'il faut quand même préciser. Non, mais au-delà du manque d'information, avant même. T'as qu'un Mercedes qui lui parle pas à la radio. Non, mais avant même la communication de Mercedes, juste l'esprit pilote. Enfin, dans tous les cas, il y a l'aspiration, il voit un pilote qui s'approche de lui, il se décale. C'est ça. Et en fait, Lewis. Tu crois pas que c'est le vice justement de deux mecs qui jouent le titre? Tu es à l'approche. Tu es à l'approche de la zone de détection de DRS. Il sait très bien que s'il le passe à ce moment-là, l'autre va le repasser au bout de la ligne droite. Le vice, tu peux l'avoir en réfléchissant dans un second temps. Mais tu pilotes ta voiture ou tu pilotes ta Formule 1. Il y a un pilote qui ralentit devant toi. L'instinct d'un pilote, à mon avis. Je ne suis pas pilote, mais il me semble que c'est quand même de passer le pilote. Donc, moi j'ai l'impression qu'on a vu plus de vis justement. Tu vois, on en revient à ce sujet. J'ai l'impression qu'on a vu plus de vis que d'instinct hier, ou alors un instinct de vis plus qu'un instinct de course. C'est exactement ça. Mais la question que je me pose, est-ce que Lewis Hamilton réagirait de la même manière si c'est pas Verstappen? On en revient au fameux règne par la terreur. Complètement. Et là où Verstappen est malin, c'est qu'il essaye de jouer avec cette ligne DRS. Hamilton, il a rapidement compris le manège. Lui aussi essaie de jouer avec cette ligne DRS. Maintenant, il y a cet accrochage. Et heureusement pour le championnat du monde, qu'Hamilton, il peut poursuivre la course. Et que Verstappen n'a pas le diffuseur complètement arraché. Évidemment. Et qu'il n'y a pas un 25-0. Parce que... Évidemment, sauf qu'il y en a un qui fait quand même un coup de frein. Et qui a été sanctionné pour cela. Et l'autre fait un refus de dépassement. Mais est-ce que tu peux être sanctionné pour un refus de dépassement? Non mais attends.
Est-ce que c'est Il est pas pas au toi courant. Est-ce Il est que pas c'est au pas courant. toi qui viens encastrer la Red Bull derrière à ce moment-là? Est-ce que c'est pas En lui tout qui cas, provoque la collision attends, à ce moment-là? il y a eu Il y a enquête. un break test. Il y a un break Il y a test. eu enquête, l'enquête sanctionne Max Verstappen, ne sanctionne pas Lewis Hamilton. Parce qu'il y a un break test, ça a je suis été, d'accord. ça a été la stratégie de défense de Red Bull. Hamilton est derrière, il vient harponner, c'est comme toi dans ta voiture, il va harponner la voiture de devant, c'est celui qui est derrière qui est coupable. Ça a été la stratégie de défense de Red Bull, mais en l'occurrence sur cette situation, il y a eu enquête, alors tu peux être en désaccord avec le résultat de l'enquête, mais c'est Verstappen qui a été sanctionné. Alors, je vais prendre le prix sur un autre point de vue. Est-ce que Verstappen n'a pas le droit de laisser passer finalement Hamilton où il le veut? Est-ce que c'est à Hamilton Mais évidemment. Est-ce que c'est à Hamilton de décider où il veut non, passer? bien sûr que non. Bon, eh ben, il lui laisse la place. Et c'est vrai qu'Hamilton a le droit de rester derrière en soi. Bah oui. C'est vrai. Après, Après, s'il a le droit d'aller harponner, c'est une autre chose. Mais est-ce qu'il harponne ou est-ce qu'il. Ou est-ce que le harponnage est provoqué? Mets-toi côte à côte alors. Mets-toi côte à côte. Jouez à il le ça. comprend pas, franchement, il le comprend. Moi, Comme ça, Esteban Ocon revient à coup de seconde. Et ce matin, mais c'est ils une le émission prennent au encore plus DRS, légendaire. terminé. Non mais l'incompréhension elle vient de là. Après effectivement c'est une histoire de timing. La radio d'Hamilton, on lui dit au moment où il heurte Max Verstappen, il y a la radio qui lui dit Max va te laisser passer. Après c'est un concours de circonstances, l'incompréhension des deux pilotes. Je pense aussi que Verstappen à ce moment-là il comprend pas ce qui se passe. Et oui. Lui il pense être plus malin qu'Hamilton, sauf que écoute c'est la vie. Faut se mettre en tête un truc, hein. Ils sont à 300 à l'heure, à Jeddah, il fait 35 degrés, ils sont sortis épuisés de la course, oui. et tout ça se passe La lucidité, en une demi-seconde. Donc au bout d'un moment, penser qu'il y en a un ou l'autre qui est dans un état d'esprit de tuer quelqu'un, il faut, il faut baisser les vannes et se dire que c'est deux êtres humains, deux monstres certes, mais deux êtres humains, et qu'à un moment donné, il y a une incompréhension. Oui, il y a un break test, oui, la faute est sans doute à Verstappen, mais pour autant, est-ce qu'Hamilton a eu la bonne attitude? Et encore une fois, à chaque fois qu'il y a eu un accrochage entre les deux, on s'était posé cette Oui, question-là. 50-50. Très souvent, on a dit fait de course, c'est 50-50. Les gars, avançons parce que le temps file. En tout cas, parlons un petit peu sur le deuxième enseignement de l'aspect un petit peu écurie, de l'aspect surtout stratégique. Il y a 2 points qui me paraissent très intéressants, 3 points même. Il y a les 2 stratégies. Commençons par la stratégie Mercedes. Et est-ce qu'on peut dire que Mercedes s'est loupé sur le premier drapeau rouge ou est-ce que ce serait un peu dur de leur reprocher ça? On rappelle les faits. Hamilton qui passe les durs au 10e tour pendant la safety car. Bottas qui ralentit Max Verstappen. Verstappen est obligé de rester en piste et va profiter du drapeau rouge 3 tours plus tard pour pouvoir changer ses gommes et garder la tête de la course. À ce moment-là, Mercedes est pris à son propre piège. Côté Red Bull, il y a ce choix des médiums au deuxième restart. On rappelle que Verstappen avait opté pour les durs lors du premier restart et ensuite il va, lors du restart suivant, au deuxième, opter pour les médiums. Il va faire 35 tours sur les médiums. Un pari perdu d'avance, on le verra tout à l'heure en illustration avec les prévisions et les prédictions bien sûr de chez Pirelli. Bref, en tout cas, il a fini avec les gommes complètement mortes. Il ne pouvait pas lutter avec Lewis Hamilton. Et puis, je vous ai rajouté un petit point. Les mauvais choix de Red Bull. Je voulais vous poser la question. On sait que la FIA, c'est un peu le thème central quand même de ces 4 enseignements. Mais j'avais envie de vous poser cette double question. De une, pourquoi Red Bull a accepté le deal de la FIA? Parce que si on réfléchit, ils auraient pu partir premier sur cette grille avec Ocon intercalé entre Verstappen et Hamilton. Et après tout, pourquoi Verstappen n'aurait pas pu se dire tiens, je prends une pénalité, je prends le large puisque Ocon va faire le bouche-trou, on va dire, devant, enfin le bouchon, pardon, ouais, pas plus que le bouche-trou, excuse-moi Esteban, on t'adore. Mais voilà, le bouchon, on va dire, devant Lewis Hamilton. On n'a pas beaucoup dormi, les gars. Voilà, le bouchon devant Lewis Hamilton. Bref, il aurait pu tenter le coup de prendre la pénalité. Et la deuxième chose, si on peut juste me remettre excusez-moi les gars, le petit tableau, j'avais oublié le deuxième point. Voilà, Verstappen devait-il laisser passer Lewis Hamilton au 42e tour? Est-ce qu'il n'aurait pas dû, là encore une fois, prendre le risque de prendre la pénalité? Vos avis sur les différentes stratégies, et si on peut nous caler aussi également les différents petits tableaux de Pirelli avec les stratégies qu'on a vues hier et les prédictions bien sûr de Pirelli avant la course. Alors moi l'interrogation que j'ai autour de Mercedes sur le drapeau rouge, enfin la safety car d'abord. Tu arrêtes Lewis Hamilton, quoi qu'il arrive, je pense, Verstappen aurait fait l'inverse d'Hamilton. Si Hamilton reste en piste, Verstappen entre et vice versa. Par contre, pourquoi ne pas utiliser Valtteri Bottas pour ne pas couvrir les 2 seules options possibles pour Max Verstappen? Sauf que, faut aussi rappeler un point, c'est que tu démarres la course avec Hamilton, Bottas 1 et 2. Si tu termines avec Hamilton, Bottas 1 et 2, Hamilton est termine la course devant au championnat du monde par rapport à Verstappen. Est-ce qu'ils n'ont pas été trop gourmands, sachant qu'on venait à peine de débuter la course? Ça faisait 9 ou 10 tours, je crois qu'on a eu la voiture de sécurité.
Après, Verstappen joue le coup, enfin Red Bull joue le coup admirablement. À partir du moment où tu décides de faire l'inverse, il y a la réussite parce qu'il y a ce drapeau rouge. Est-ce qu'on peut en vouloir à Mercedes ? Est-ce que c'est dur de critiquer Mercedes sur cette décision ? Franchement, je sais pas. Bah, sur un circuit urbain, tu sais qu'un accrochage va mener à une safety car, certes, mais peut mener très très vite à un drapeau rouge. Surtout qu'on a vu en F2 que les commissaires n'étaient pas forcément très très rodés. Hein. Ils ont fait appel à des commissaires de Bahreïn pour venir les aider. On a mis un temps fou quand même à dégager tout ça, et Michael Masi a mis un drapeau rouge parce qu'au final, personne ne bougeait. Les débris ne bougeaient pas, restaient en place. Donc, je dis pas que c'était prévisible, mais comme l'a dit James Wolfe à la radio, oui, on savait que c'était un pari et qu'il y avait un potentiel drapeau rouge. Donc là-dessus, la stratégie, c'est un pari qui est raté, mais la Mercedes avait le rythme pour s'en sortir. Par contre, au niveau de Red Bull, à y repenser, est-ce que mettre les médiums était une mauvaise stratégie ? Je suis même pas sûr, parce que je suis même pas sûr que Red Bull ait eu une possibilité de faire une bonne stratégie. Ils ont vu au deuxième restart qu'avec les durs, il n'aurait pas l'adhérence. Et que s'il voulait repartir en 3e position et tenter de défendre quelque chose, il fallait avoir des pneus plus tendres qu'Esteban Ocon et que Lewis Hamilton. Et ça a fonctionné. Le pari a fonctionné. Il s'est retrouvé devant. Après, il fallait espérer que ces pneus tiennent. Avec ou une voiture de sécurité ou un drapeau rouge. Regarde le tableau derrière. Ça aurait pu. Ah oui. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit là. Le seul truc, c'est les prédictions de Pirelli. 21 tours, il en restait 30. Ça fait beaucoup par rapport à ce qui était proposé par Pirelli. Tout le monde n'a pas effectivement la gestion de gomme que peut avoir Lewis Hamilton. Peut-être que Lewis Hamilton aurait réussi. Si tu prends ce tableau, alors, par contre, si tu prends ce tableau, après c'est les prédictions d'un manufacturier qui prédit mal, quoi. Donc, ce sont des prédictions. Excusez-moi, mais on a 4 tours près. La stratégie la plus rapide, Verstappen. Ah non, pardon. Tant pour moi. J'étais complètement ailleurs. Non, mais j'étais complètement perdu. Mais c'est dur de prédire. Après, le pari, il est tenté. Mais oui. Il est beau. Mais c'est le seul moyen que Verstappen a de passer devant au premier virage. C'est le seul moyen parce qu'il a les pneus plus tendres et qu'il va mieux mordre la piste au moment du départ. Avec les pneus durs, il ne serait pas passé devant. Puis c'est un nouveau drapeau rouge. Encore une fois, c'est jackpot. Et je pense peut-être que Red Bull pensait que Verstappen allait pouvoir se défaire plus facilement de Lewis Hamilton, construire un écart, je sais pas, de 8-10 secondes, éventuelle voiture de sécurité virtuelle ou voiture de sécurité, et on ne sait pas ce qui se passe en fin de course. Là aussi, je pense que Red Bull, au niveau des stratégies, on peut peut-être moins en vouloir à Red Bull qu'à Mercedes. Et sur les choix vis-à-vis de, puisqu'on va arriver tout de suite au gros pavé qui nous intéresse tous, la FIA, le choix d'accepter le deal, est-ce que vous l'auriez fait, vous ? Alors, je sais que vous n'êtes ni Toto Wolff ni Christian Horner, mais on vous ne seriez pas avec en nous. Face. Bah si, c'était l'ouverture d'une enquête. C'est soit tu prends le deal... Ça débouche sur quelle pénalité ? Entre 5 secondes et un drive-through, si tu veux, il y a quand même plusieurs échelles, plusieurs étapes. En fait, oui, moi j'aurais accepté dans le sens où on leur laisse le choix des gommes. Et si on vous dit, vous partez derrière Hamilton, mais que vous voyez Hamilton partir en dur, ok, on part derrière Hamilton, mais on part en médium. Et à ce moment-là, en fait, on se crée un avantage. En fait, ils ont proposé une option à Red Bull où Red Bull avait le choix de créer sa stratégie contre Mercedes. Alors que Mercedes allait visiblement plus subir la stratégie de Red Bull. Alors après, Mercedes aurait pu mettre des médiums pour contrer. Oui, pour contrer. Mais oui, je l'aurais accepté. Et dans tout... Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec Bottas d'ailleurs. Après, non, laisse tomber les remarques, on va en parler dans le 3. Juste un mot quand même, on n'en a pas parlé, mais Lewis Hamilton, cette saison, j'ai toujours ou souvent vu un Lewis Hamilton, on gagne ensemble, on perd ensemble. Cette saison, on a un Lewis Hamilton qui est au niveau de la radio et au niveau de ses déclarations, n'hésite pas à mettre des tirs à Mercedes. On l'a entendu sur James Wolfe. Je pense qu'il aurait pu s'en passer. Est-ce que c'est pas la tension inhérente à l'avant-dernier Grand Prix d'une saison où il finit à égalité à une course de la fin ? Il a insulté Max Verstappen à la radio. Il l'a insulté. Donc, et pas qu'à la radio, on l'a vu tout à l'heure avec la déclin. Je pense que Lewis Hamilton aussi est un homme de tension et que ça contraste simplement avec l'image qu'il donne de lui depuis des années. Mais que qui se désolidarise parce qu'il ne croit pas à la stratégie, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le passé. Et volontiers, il se plie à la stratégie. Il en discute. Alors, moi, je trouve qu'il abuse.
dans sa manière de parler, parce qu'on gagne ensemble, on perd ensemble, effectivement, c'est quand il a envie. Ouais, mais attendez, les Mais gars, vous n'avez pas lui à faire ce le moment-là- reproche de ne pas être Non, consensuel à ce parce que- moment-là de la parce que saison juste- dans c'est exactement ce que je suis en train de dire, l'environnement. Hamza. Voilà, d'accord. C'est que justement, en fait, que ce soit quand il a 40 points d'avance et qu'il perd un truc et qu'il fait sa diva, comme Mercedes l'a dit en 2017, que Hamilton avait un comportement de diva, ça d'accord. Là, à ce moment-là, je le comprends. Et pareil sur le drapeau rouge. Si on arrête la course, c'est pas pour faire gagner Max Verstappen. Si on arrête la course, non, c'est parce qu'il y a un souci de sécurité. Oui, bien Et sûr. si on met une safety car, c'est pas Mais ça, pour Alonso et ses débris. Fallait même pas le préciser, les gars. Fallait même pas le préciser, bien évidemment, vous avez raison. Quoique, est-ce que justement, si Fernando Alonso a pris la parole dans sa radio, est-ce que c'est parce que justement la FIA n'a pas laissé trop faire ou a mis un temps de latence un peu trop important? Ouvrons le procès tout de suite de la FIA, les amis, avec notamment le premier point, cette négociation de la honte. Michael Masi, donc le directeur de la course, qui, eh bien, dans un échange radio diffusé lors du direct avec Red Bull, a proposé une négociation. On vous rappelle encore une fois les faits. Verstappen double Hamilton en sortant des limites. Problème, il ne peut pas rendre la place à Hamilton pour deux raisons. La première, parce qu'il y a Ocon qui s'est intercalé entre Hamilton et Verstappen à ce moment-là. Et la deuxième, parce qu'il va y avoir un gros crash derrière et un nouveau drapeau rouge. Du coup, il propose deux possibilités. Soit partir P3 ou ouvrir une enquête avec une menace de pénalité. Moi, ça pose quand même une question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Est-ce que les écuries sont pas au-dessus des instances? Quand l'instance propose une négociation, et c'est quand même pas le premier cas en Formule 1. On pourrait revenir sur l'histoire du débitmètre ou ce genre de choses. Là, encore une fois, il y avait eu une négociation alors qu'il y avait eu cas avéré de triche. Bref, c'est un autre dossier. Concentrons-nous sur celui-ci. Est-ce que les écuries ne sont-elles pas au-dessus des instances aujourd'hui? Et puis, il y a ce point qu'on aime répéter, et on l'a encore eu ce week-end à de nombreuses reprises. Manque de clarté égale chienlit en piste. Peu de clarté sur ce qui est possible quand même ou non de faire. Pas assez de sanctions codées, ce qui laisse la place à trop d'interprétations et du coup à trop d'incohérences. Je pense notamment à la pénalité, je vous disais au tour 37, quand Verstappen emmène Hamilton sur sa défense, à l'extérieur, on est à peu près sur le même move qu'à Interlagos. Là, cette fois-ci, Verstappen est sanctionné d'une pénalité de 5 secondes alors qu'à Interlagos, il n'avait pas été sanctionné. Et j'ouvrirai aussi le dossier Hamilton avec Mazepin et Hamilton avec Gasly. Inverse la situation si en essai libre, c'est 2, je crois, ou 3, t'as raison, exactement. Inverse la situation, c'est Mazepin à la place d'Hamilton, c'est Hamilton à la place de Mazepin. Mazepin n'aurait pas été sanctionné, aurait été blanchi comme ça a été le cas avec Lewis Hamilton? Je sais pas. Je pense pas qu'il faut penser à ce moment-là. Peut-être qu'effectivement, dans la lutte pour le titre, on va avoir un traitement différent. Bien sûr, On l'a déjà depuis quelques courses, non? oui. Moi, je l'affirmerai pas de manière. Non, mais moi, je l'affirme. Ok. Écoute. Alors, vas-y. Un pilote, Vas-y. mais très clairement, l'idée de cette négociation, qui déjà à mes yeux est scandaleuse et choquante, et alors, je sais ce que tu vas dire, donc je te répondrai plus tard, mais... Ah bon? Oui, je sais ce que tu vas dire, donc je te répondrai plus tard. Mais moi, j'ai évidemment été outré par ce que j'ai entendu. Il y a un règlement, il est fait pour être respecté et appliqué. Depuis quand on ouvre des négociations avec les... Moi, si demain je fais un excès de vitesse de 60 km/h sur autoroute, si le policier m'arrête, je vais pas lui dire 30. 200 € et un point, ça vous va? Non mais sérieux, non mais où va le monde? Non mais franchement, c'est scandaleux. Moi, je pars du principe que s'il y a sanction, il y a sanction. On va pas négocier la sanction. J'avais une autre métaphore sportive. Moi, je me disais, Vas-y, tu fais une faute dans la surface de réparation, on me dit c'est soit penalty, soit rouge. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. En fait, ce qui est scandaleux, c'est qu'on est un règlement mouvant, mais ça, on est assez, je pense, désolé, intelligent pour savoir que c'est le cas depuis des années. Par contre, je pense que ça, là, ce qu'on a vu hier, ça arrive depuis des années. Et ben justement. Et qu'on l'entend que maintenant, depuis qu'on a ces conversations-là. Mais je pense pas que ce soit nouveau. Ce qui est choquant pour toi, c'est le fait que c'est... Enfin, choquant. En fait, c'est nous, on a l'impression de découvrir parce que ça a été diffusé hier, mais en fait, ça se trouve, ces échanges-là existaient déjà. Que ce soit public dans le plus grand des calmes. Ouais. Non mais tu sais quoi? Moi, quand tu m'as dit ça hier, je me suis dit ok, pourquoi pas. Sauf que t'entends Jacques Villeneuve, t'entends Damon Hill, t'entends les pilotes devenus consultants, eux aussi le découvrent et eux aussi ont été surpris. Alors, je pense que si ça arrive depuis 30 ans, Ils en ont eu vent. Voilà. Ils en ont eu vent. C'était peut-être pas le cas avec Charlie Whiting.
Alors tiens, Peut-être. ça c'est intéressant, parce qu'il faut quand même questionner Michael Masi, qui est au cœur quand même d'une spirale, qui ne s'est pas exprimé d'ailleurs à la fin, à l'arrivée de cette course, petit, ou en quand tout même. cas avant qu'on commence à enregistrer cette émission. Regardez le tir, le penalty que lui a mis Christian Horner à l'arrivée de cette course hier, justement en faisant référence à son prédécesseur, le défunt Charlie Whiting. J'ai l'impression qu'il y a trop de règles. J'ai l'impression que Charlie Whiting nous a manqué aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, mais l'expérience qu'il a eue, 3 petits points. Il y avait évidemment beaucoup de trafic avec un contrôle de course flou sur divers incidents différents, puis des voitures de sécurité virtuelles, des redémarrages, et ce processus était difficile à suivre. Il y a de nombreuses leçons de cette course qui seront discutées en détail au cours des prochaines semaines. Complètement hypocrite. Sincèrement, c'est complètement hypocrite parce que Christian Horner, le premier, tout comme Toto Wolff, tout comme toutes les grosses têtes Font de pression ces sur écuries, lui, hein. j'en joue justement Ouais. pour Mais avoir parce- gain de cause. Mais justement, est-ce que Mais là, ça, il a pas eu gain de cause, mais c'est non, pour mais ça. justement, ça Non, montre mais bien. habituellement, ça montre bien que peut-être que Michael Masi est aussi en position de faiblesse. La question de l'avenir de Michael Masi aujourd'hui, je suis désolé les gars, se pose. On le voit à la fin. On va se réunir, on va en parler, c'est plus Quand possible. tu as un arbitre qui est plus jeune que les joueurs, c'est toujours compliqué. Quand tu as un supérieur qui est plus jeune que toi, c'est toujours compliqué. En l'occurrence, Michael Masi, il arrive en 2019. En F1, Christian Horner, il est là depuis 2005 avec Red Bull. Toto Wolff, il est là depuis des années. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'a avec nommé. Mercedes. Au départ de Whiting, et tu sais, c'est Pierre Guyonnet qui est déjà venu sur ce plateau qui nous l'a raconté en off. Ça a été l'un des arguments marketing parce qu'il était jeune, parce qu'il était frais, parce que c'était fini la Et F1 est-ce qu'il a papa les épaules de Charlie Whiting et qu'il fallait mettre, on va dire, un nouveau visage, etc. On se rend compte qu'il a peut-être été aussi choisi pour les mauvaises raisons. Est-ce qu'il a les épaules d'assurer Mais l'expérience cette- aussi cette s'acquiert. FIA? L'expérience s'acquiert avec le temps. Enfin, je veux bien mettre toutes les critiques possibles et imaginables sur Michael Masi. Mais encore une fois, ces individus n'aident pas au bon déroulement d'un championnat Et du puis monde tout le de week-end, Formule 1. Parce que quand tu regardes que la feature race de F2, elle a une demi-heure de retard parce qu'on se rend compte juste avant le départ que les barrières ne sont pas homologuées ou en tout cas bien en place, alors qu'il n'y a pas eu de course à Jeddah de la journée. On va prendre le départ, il va être, si je dis pas de bêtises, 18h30 heure locale. On n'a pas vu toute la journée à Jeddah qu'il y avait un problème sur la piste et on retarde la feature race de F2. Pour ça, on met un drapeau rouge après quoi 5-6 tours de safety car, alors qu'on ne s'est pas rendu compte avant que les commissaires n'étaient pas en mesure d'évacuer correctement la monoplace. Je veux dire, il y a un nombre de trucs qui se passent et qui sont mal gérés, qui au final accentuent la tension qu'il va y avoir entre Horner, entre Wolff, entre Marco, Pour reprendre. entre Medley, enfin tout le monde. Et Michael Masi, au centre de tout ça, n'assure pas. Il n'assure pas pour être impartial entre tous et avoir le document qui l'aide à être dans les clous à chaque fois et avoir la stature de dire ça se passe comme ça dans ces cas-là, comme ça dans ces Mais cas-là. c'est un problème de Michael Masi ou c'est un problème de règlement ou c'est un problème des deux? Mais les deux. Et le problème, c'est que la lutte est tellement intense cette saison qu'on en arrive quasiment à chaque fois à se retrouver dans des situations où le règlement a une zone grise. Et en plus de cette zone grise, les décisions qui sont très jurisprudentielles de la part de Michael Masi font foi sur un Grand Prix. Et le Grand Prix d'après, on va réagir différemment, sous la pression des déclarations, sous la pression du public et certainement sous la pression d'instances comme la FIA qui doivent dire à Michael Masi oh, là t'as merdé, fais attention parce que là, ça, normalement tu dois mettre une pénalité. Et au final, Canada, Hamilton, Vettel, sanction. Brésil, Hamilton, Verstappen, pas sanction. Jeddah, Hamilton, Verstappen, sanction. 3 faits où on tasse en dehors de la piste, 3 conséquences différentes et 3 pénalités différentes. Pour en revenir à ta métaphore footballistique, en football, on dit qu'un arbitre est bon quand on ne le voit pas. Ouais, c'est vrai. Quand on ne l'entend Michael Masi pas. en voit tout le temps. Il est invisible. Michael Masi, à chaque course, après chaque course, c'est de moins en moins le cas. J'ai l'impression que, et on en parlait aussi ces dernières semaines avec l'évolution de la réalisation et Netflix et ceci et cela, mais à vouloir créer des personnages en Formule 1 hors pilote, ils veulent se donner de l'importance et ils veulent avoir une influence sur ce qu'il se passe sur la piste. Or, son rôle, c'est justement d'éviter cela. Pour en revenir à ta question du début, je pense sincèrement, moi, que l'idée de cette négociation, c'est justement de ne pas influer sur le championnat. C'est de ne pas mettre 10, 20 secondes Ouais, de bien pénalité à Ouais. Max Verstappen. Est-ce que cette négociation,
elle est liée à l'incidence potentielle que ça peut avoir sur le titre, parce que tu as un candidat pour le titre, Oui. parce qu'on est à l'avant-dernier GP. Si ça arrive à Stroll ou à Kimi Raikkonen en Espagne, au 4e ou au 7e Grand Prix de la saison, est-ce qu'on négocie avec Aston et avec Alpha ? Non. Je pense pas. Je pense qu'il y a une volonté d'équilibrer les choses pour avoir cette fin de championnat et qu'ils se disent que par une décision, ils peuvent tuer le championnat. Mais si la décision, dans la loi, elle est écrite, qui le tue le championnat. Ça, tu l'as dit, on l'a entendu, mais juste un petit argument quand même contextuel. Allez, je vais me faire l'avocat du diable. Michael Masi, je vous représente, mon cher ami. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc, je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a ce move Verstappen-Hamilton. Derrière, Ocon se retrouve intercalé entre les deux, c'est-à-dire que Verstappen ne peut pas rendre la place à Hamilton, sinon on la rend à Ocon de facto. Et en plus de ça, on a un drapeau rouge derrière. Est-ce que, justement, c'est peut-être pas ce détail-là qui pourrait peut-être donner raison, même si je suis d'accord dans la question morale, elle est choquante cette négociation. Est-ce que de manière exceptionnelle, par rapport aux faits justement sur ce moment de la course, Julien Febvre, par exemple, a défendu Michael Masi hier. Non, tu dois imposer la justice. À partir du moment où tu considères que Ocon 1, Hamilton 2, Verstappen 3, ce qui était du coup censé être le cas entre guillemets avec ce qui s'est passé au premier virage, deuxième restart. C'est ça la justice. Tu prends ton marteau, tu tapes sur la table et tu dis l'ordre de départ, ça sera ça. Ou tu t'appliques la loi que tu avais en disant Max Verstappen il a fait ça, c'est 5 secondes. 5 secondes applicables sur l'arrêt au stand ou 5 secondes applicables à la fin de la course. Ça, c'est écrit dans les lois. T'arrives pas en disant genre ça vous convient. Oui, mais il y a la loi, Hamza le dit depuis le début de la création de cette émission et j'adore cette expression parce qu'elle vaut pour tous les sports, il y a la règle et l'esprit de la règle. Est-ce que justement là, dans l'esprit de la règle, la négociation n'est pas... Le problème avec l'esprit, c'est qu'on en arrive à un point où, à ne pas vouloir influer sur le championnat, le pilote qui aujourd'hui lutte pour le titre mondial, il va peut-être se permettre, ou il sera davantage autorisé à dépasser les limites. À dépasser les limites. Exactement. Et ça, c'est un danger. Ce qui se passe, Max Verstappen là, si à force de couper, à force de tenter des choses, à force de défendre à tout prix, il s'était mangé des grosses pénalités, un race ban un jour, un drapeau noir, un drive-through, c'est... Est-ce qu'il défendrait de la même manière là ? Je ne suis pas sûr. Je dis pas que tous ces moves méritaient ça. Et puis Choumi avait été suspendu. En quoi un incident Verstappen-Hamilton lors de la 21e course de la saison a plus d'influence sur le déroulé d'un championnat du monde qu'un incident Verstappen-Hamilton à la 4e course de la saison. Exactement. C'est la même course, les mêmes nombres de points. C'est exactement la même chose, sauf que la tension est là. Et que le problème, c'est qu'on va laisser dans les décisions l'émotion, la tension et le paramètre non subjectif prendre le pas. Non objectif, pardon, prendre le pas. Et c'est ça le gros problème qu'on va avoir. Max Verstappen, s'il avait été puni plus tôt de choses, comme par exemple ce qu'il avait fait sur Vettel, ce qu'il avait fait sur Raikkonen en 2016, à l'époque où on le critiquait énormément, peut-être qu'on ne se poserait pas ces questions aujourd'hui. Mais c'est pas sûr. Schumacher a été sanctionné en 94, avant même le crash avec Damon Hill, ça l'a pas empêché de faire ça. Il y a eu 97 derrière, il y a eu d'autres événements, etc. Ça, on ne le sait pas, les gars. C'est un autre temps. C'est un autre temps aussi, t'as raison. Il y a une mouvance qui donne la possibilité de deux. Exactement. Avançons les gars et passons au dernier enseignement. Juste le message qu'on voudrait donner, c'est que c'est vrai qu'on a quand même peur que la FIA ait perdu le contrôle avant cette dernière manche à Abu Dhabi dans quelques jours. On espère bien sûr qu'il n'y aura pas de débordement du côté d'Abu Dhabi. Dernier enseignement, le podium de Valtteri Bottas, qui a été vécu forcément de manière un peu triste en France parce que ça a privé Ocon d'un podium pour 102 millièmes de seconde. Lui qui a fait une course, un week-end absolument héroïque. Esteban Ocon, on y reviendra. Mercedes, avantage décisif pour le titre, point d'interrogation. Ils ont infligé un 41-18 à Red Bull à une course de la fin. 28 points à rattraper avant l'issue de cette saison. Red Bull peut-elle le faire ? Oui, mais ils sont dans très mauvaise posture. Ils se sont battus depuis quelques Grands Prix pour ramener les points qu'ils avaient perdus. Ils sont revenus à hauteur. On pensait que le titre de Mercedes était acquis il y a un moment déjà, hein, parce qu'ils avaient quand même une quarantaine de points d'avance. Et là, ils viennent de tout perdre. Je ne sais pas si c'est eux qui ont tout perdu, parce qu'au final, l'accident de Pérez, Jeddah, c'est malheureux, ça arrive. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont perdu ou si c'est plutôt Mercedes qui l'a gagné avec la course de Bottas. Parce que Bottas, cette saison,
dans le trafic, c'est un enfer pour lui. Il n'arrive pas à la tenir, cette Mercedes. La Mercedes, elle est instable. Dans le trafic, elle est encore plus instable. Encore, ça s'est bien ça passé, ne lui hein. convient pas. Par rapport à ce qu'on a vu par le passé, ça s'est Et plutôt bien passé. justement, j'ai trouvé que le retour de Valtteri Bottas, en sachant que cette voiture-là, dans cette configuration-là, ne lui convient pas du tout, il s'en est bien sorti. Et il nous fait finalement une Bakou 2017. C'est vrai. Où il va shipper la deuxième place à Lance Stroll. Alors là, bah non, on est forcément un peu plus atteint parce que c'est Esteban Ocon. Mais mine de rien, là, Le bouche-trou Esteban Ocon. on s'est posé la question 20 fois cette saison, Perez, Bottas, qui coûtera le titre à son équipe. Bah, Eh ben, Ni l'un ni l'autre. là, Franchement, ni l'un ni l'autre. mais à culpa, non, je pense que Bottas, là, Il est allé le a chercher. ramené le Ouais. titre à Mercedes. Parce que Parce que Perez l'a Bottas, perdu. il était 6ème ou 7ème. Hein. Et c'était pas la même limonade. Hein. S'il était 6ème ou 7ème. Vers Ricardo et. Il a raté ses restarts en plus, hein, Bottas. Comme d'habitude, tu vas me dire, parce que c'était départ cette saison. Mais en attendant, il fait ce podium-là. Il est derrière Ricardo, derrière une McLaren. On se dit, oh là, c'est fini pour lui. Et ces 15 points-là, c'est certainement ces 15 points qui font déjà la différence aujourd'hui. Je trouve que Valtteri Bottas, effectivement. Non, mais je pense que tu as très bien dit la phrase, elle est juste. Il permet à Mercedes de remporter le titre. Effectivement, je pense que sur l'ensemble de la saison, il y a des coups durs. Je pense à Monaco, mais est-ce qu'on peut reprocher grand-chose à Valtteri Bottas sur cette saison? T'as Imola. Éventuellement. Imola où c'était un peu dur avec l'accrochage avec Oui. Russell, où il est vraiment en difficulté en termes de rythme. Pas la faute de Russell. Non, On en revient encore à Mexico, Cette table-là. son départ en tant que coéquipier de Lewis Hamilton, mais finalement sur l'ensemble de la saison, effectivement, je le trouve plutôt constant. C'est presque, j'ai envie de dire, l'une de ses meilleures saisons chez Mercedes au vu du contexte, parce qu'avant, terminer deuxième, ça semblait normal. Là, tu te retrouves à il faut absolument finir sur le podium, sachant que le top 4, il y a Perez derrière. Non, je trouve que Bottas... Et il est assuré de terminer 3ème. Il a 28 points d'avance sur Sergio Perez. Non, je veux dire à chaque course. Ah oui, d'accord. Ouais, à chaque course. Effectivement, et c'est vrai qu'il avait pas mal de retard en début de saison ou à la mi-saison sur Après Bakou, c'était Norris dur, notamment. Sur Norris, Après Norris qui Bakou, a fait un gros début de saison. ouais. Donc non, bravo à Valtteri Bottas. Après, effectivement, le regret pour Esteban Ocon qui fait une sacrée course, qui mine de rien. Alors, une fois, c'est du hasard. Deux fois, Ouais, ça commence. à se voir. Il est au bon endroit, au bon moment. Encore une Ouais. fois, Esteban Ocon. Alors, je veux bien Des bons que départs. Hein. la Hongrie, ça lui tombe dessus parce qu'il y a 40 strikes, il y a 40 voitures qui sortent, d'accord. Mais là, en l'occurrence, ce qu'il fait hier, On retiendra quand même cette saison chez Alpine que Esteban Ocon a tenu la dragée plus que Ota Fernando. Ah oui, c'est énorme. Et personne l'attendait ça. Et franchement, Ça, personne il l'attendait. vient quand même tous de nous mettre une clacasse. Parce que l'année qu'il fait avec Ricardo, c'est la première. Et Hamza est le premier à le dire. Il faut du temps pour s'adapter à une nouvelle voiture, tout ça. et puis lui, il revenait d'un an sans F1. et peut-être qu'Alonso aussi sera peut-être beaucoup plus Un an et puissant demi l'année avec le prochaine Covid, hein. avec cette Alpine parce qu'il aura un peu plus d'expérience de cette voiture. En attendant, cette saison, on est quoi? On est à 11-10 en termes de qualification. Je veux dire, je l'ai qui pas. s'attendait à ça? Qui aurait Non, mais misé clairement. un copec sur le Clairement. fait que Et que- c'est qu'il y ait c'est autant de d'autant- podiums et en encore enfin. plus ce week-end où tu dis c'est une nouvelle piste, c'est là que Fernando Alonso, par son expérience, par son approche, etc., va réussir à faire la différence. Il qualifie la voiture en Q3, ce qui est un miracle pas possible. Il fait 2 départs absolument extraordinaires. Et puis même, tu sais, il en tire vrai, cette troisième et en place. vrai, ce qui est fou, c'est que quand il part, tu sais, sur le restart, quand il part en pole, entre guillemets, tu te dis, putain, il a Verstappen d'un côté, il a Hamilton de l'autre. Enfin, tu sais, faut pas bégayer, Ah quoi. oui, On est il à a la fin pression. de la saison Mais mine de 2021 rien. et tout, et il est à la hauteur. Moi, Esteban j'aimerais Ocon, à avoir ce moment-là. Bottas Mexique, quoi. J'aimerais avoir Esteban sur ce point-là, justement. Et Comment sur tu ce fais plateau. quand tu pars, pourquoi pas, après tout, quand tu pars This is the premier, place, Esteban. quand tu pars premier d'une telle course avec Verstappen et Hamilton qui se battent pour le titre mondial, déjà, comment tu approches, enfin, quelle est l'approche sur un tel départ? Bah, ton Ah, approche, je pense que Parce que elle là, va il y être a pragmatique. C'est pas celle de Gasly à Monza. Il l'a expliqué où- hier. où- Hein. Il a expliqué l'approche. Il a dit je savais que je pouvais pas lutter avec oui. avec Hamilton Non, et mais Verstappen. avant même L'idée carte à c'était P3, d'éviter tu vois. tout problème. On n'est pas passé loin des problèmes, mais c'est là où tu vois le talent du garçon, c'est qu'on n'est pas passé loin, mais ça s'est Enfin, très bien passé. L'aileron avant Hamilton, c'est lui. Hein. Oui, clairement. Donc, Non, mais Après, c'est ils lui sont à parce trois- qu'Hamilton ils sont il est à aussi trois de front, surpris hein. sur la gauche par Ouais, Verstappen. Ils sont à 3 de front. Ouais, hein, donc, c'est compliqué. Juste un dernier mot. Jeddah à 3 de front. Je t'en prie. ce sera le dernier, Hamza.
Merci, un grand merci à la réalisation. Merci la réalisation, si parfaite, si irréprochable. Grâce à cette réalisation d'anthologie, j'ai appris à suivre une lutte pour le podium. Grâce au petit synthé sur la gauche, je voyais l'écart entre Ocon et Bottas et j'ai vibré. Merci la réalisation. Sans image, effectivement, on peut vibrer. Merci. T'as vu même un swap à un moment donné. Ouais, j'ai vu l'image. Magnifique, franchement génial. Merci la réalisation. Merci Hamza Ramani pour ses coups de gueule. Merci. Et on a vu du coup la magnifique visière de Lewis Hamilton et l'arrière de son volant, c'est génial. Merci, merci la réalisation. Je me régale. J'ai hâte. Je peux rien faire quand il est comme ça. J'ai hâte que Hamza Ramani devienne le Jean-Jacques Amsalem de la Formule 1 au niveau mondial. Peut-être que les choses. Les gars, on est déjà super à la bourre comme d'habitude et on a une suite du programme bien sûr assurée. Très rapidement le point comptable déjà sur les championnats du monde des conducteurs. Vous dire, eh bien notamment qu'Hamilton et Verstappen sont à égalité. On vous l'a répété depuis le début de cette émission. Avantage Verstappen qui en cas d'égalité terminerait champion à la faveur du nombre de victoires. Bottas ne pourra plus être rejoint par Perez avec 28 points d'avance. Lutte serrée par contre entre Leclerc, Norris et Sainz. On suivra ça bien sûr la semaine prochaine. Et puis du côté des constructeurs, eh bien Mercedes compte désormais 28 points d'avance sur Red Bull. Ferrari 38,5 points sur McLaren qui a sans doute un avantage décisif bien sûr pour la lutte à la 3e place. Et pareil pour Alpine, 29 points d'avance désormais sur Alpha Tauri. Un dernier point dans cette émission, décidément très très riche. On n'a pas parlé de ce circuit de Jeddah. Enfin, on n'en a pas parlé avec toi, Hamza, puisque je vous le rappelle, hier nous étions avec Brice sur Winamax, sur le plateau de Pole Position, l'émission présentée par Kinchou, et on évoquait ce point, on évoquait nos craintes au moment même, lorsque nous étions en direct, où Théo Pourchaire était victime d'un accident plutôt terrible au départ de cette longue course, notamment impliqué également dans ce crash, c'était Enzo Fittipaldi. Je te propose, Hamza, de regarder cet extrait, on réagit bien sûr juste après. Là, Jeddah, moi, il y a quand même un truc, les gars. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti depuis le début du week-end. À chaque séance, avant chaque session, j'ai un peu les miquettes. Tu sais, je suis devant ma télé et je me dis, il va se passer quelque chose. Et malheureusement, à regarder la F2 comme on l'a vu depuis le début du week-end, je te jure qu'il y a des frissons, il n'y a pas un départ qui s'est bien passé, il y a eu des cartons qui ont été énormes. Les pilotes disent souvent, quand ils conduisent une voiture de course, ils ont, si tu veux, un regard sur une perspective éloignée. C'est-à-dire que tu n'es pas concentré sur t'es pas concentré sur le nez de ta voiture, mais vraiment sur l'horizon et tu anticipes chacun des virages. Le problème du côté de Jeddah, c'est que tout est en angle mort, les virages arrivent à une telle vitesse que tu es quasiment à l'aveugle à chaque fois et que donc du coup, si tu vois pas une voiture, par exemple au ralenti ou ce genre de choses, ça peut être absolument dramatique. Et encore une fois, je vais répéter un truc que j'ai dit dans la semaine, mais on a fait le procès de l'eau rouge. Tout le monde a fait le procès du raidillon de l'eau rouge sur Spa. Sur le crash de Norris notamment. Sur le crash de Norris. Avec Antoine Hubert. Et surtout Antoine Hubert, et puis la pluie, tout ça, machin. Aujourd'hui, on a 27 virages qui vont être des équivalents du raidillon de l'eau rouge en termes de visibilité. Et ça n'a dérangé personne à ce moment-là, parce qu'il y a 90 millions d'euros mis sur la table par l'Arabie Saoudite, alors que les Grands Prix européens en mettent 20. Donc, j'espère que pour ces Grands Prix-là qui payent plus, on ne va pas attendre le drame pour remettre en question certaines choses. Julien, pardon, excusez-moi. Oh la démagogie de Brice Germain, incroyable. Tu sais quoi, je suis choqué. J'ai pris une phrase de Max Verstappen. Ah ben si tu veux, démagogie de Max Verstappen, si tu veux. Non, c'est une blague. Les gars, on manque de temps. Droit de réponse pour Hamza Ramani. Juste complément d'information. Antoine, qui était sur ce plateau la semaine dernière du pit stop, a dit: j'espère qu'on ne retournera pas à Jeddah. Est-ce que tu es de cet avis-là? Démagogie, sécurité, hein. Démagogie, pourquoi? Parce que le procès de l'eau rouge, en l'occurrence sur Spa, c'est un circuit ancien. Là, c'est un circuit nouveau. C'est un circuit qui respecte un cahier des charges bien précis. Pensez-vous sincèrement que si ce tracé était dangereux d'un point de vue forcément sécuritaire, mais qui ne respectait pas le cahier des charges de la Formule 1, qui on sait est compliqué à respecter, on le voit aujourd'hui avec les tracés malheureux de M. Tilke, pensez-vous sincèrement qu'on aurait un circuit qui serait au championnat du monde de Formule 1? Il faut tout simplement se dire, si ce circuit est dans le championnat du monde de Formule 1, il répond au cahier des charges. Après, sur le côté virage aveugle, effectivement, je trouve ça effrayant. Moi, si j'étais à leur place, mais je ne suis pas à leur place. Et j'ai envie de te dire que le circuit, mine de rien, il est excitant pour le téléspectateur parce que tu n'as pas le temps de respirer. À chaque instant, tu décroches de ton téléviseur, à chaque instant, tu peux avoir un crash, tu peux avoir un accident comme Schumacher, comme Leclerc. Ça peut arriver, ça peut surgir à n'importe quel moment parce que le relâchement que toi tu as en tant que téléspectateur, il est décuplé fois 1 million pour le pilote. Un petit relâchement, c'est une erreur et c'est terminé. Et quand on voit les pilotes en réaction d'après-course, ils ont tous le visage rouge. Complètement. Ils sont tous en sueur. Après 10 tours, Valtteri Bottas, il était rouge, Fernando Alonso était rouge.
Bottas, il marque rapidement aussi. Hein. Peut-être, certainement. Mais la réalisation que j'ai critiquée tout à l'heure, mais elle te permet aussi d'avoir ces sensations parce que les caméras, elles sont vachement proches du circuit. Donc tu as davantage la notion de vitesse, la notion certainement de peur aussi derrière ton téléviseur. Mais je trouve, alors est-ce que le circuit est bien pour la Formule 1 ? Ça, c'est un autre débat. Mais est-ce que le circuit est dangereux ? Moi, je pense que s'il était dangereux, il ne ferait pas partie du championnat du monde de Formule 1. Après, je lis aussi les commentaires de George Russell qui espère avoir des modifications avant le début de saison prochaine, puisque ce sera le dernier. Verstappen aussi, c'est à ça que deuxième Grand Prix, bien sûr, Brice. Qu'il y ait des modifications, qu'on écoute les pilotes. Il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il faut écouter les pilotes. Maintenant, de dire que c'est un circuit dangereux au point de ne pas y aller, moi, je trouve ça complètement démesuré. Merci en tout cas de ta réponse, Hamza. On vous rappelle, Winamax, bien sûr, pole position à retrouver. Eh bien, après chaque qualification, on aura rendez-vous notamment samedi prochain à partir de 19h en direct pour vous briefer sur la course et débriefer les qualifications. Et on termine cette émission en ayant une immense pensée pour notre ami Théo Pourchère, qui a eu une belle frayeur, qui nous a fait une belle frayeur. Franchement, on peut le dire hier avec Enzo Fittipaldi. D'ailleurs, Enzo Fittipaldi, on a eu des nouvelles. Il y aurait une fracture du talon. Exactement. On espère qu'il reviendra très très vite. Du côté de Théo, pour le moment, il y a quelques douleurs musculaires. On a pris de ses nouvelles. Il nous a un petit peu rassurés, on va dire, dans la soirée hier. On espère le retrouver là encore une fois pour la dernière manche d'Abu Dhabi. Et on est très content en tout cas que tout se soit bien terminé. C'est terminé déjà d'ailleurs pour ce débrief. Je ne sais pas, parce que cette émission était bien longue. On regarde ce qui vous attend justement pour la partie mag, la partie de mercredi. On va se projeter sur ce final à quelques jours bien sûr du Grand Prix d'Abu Dhabi. On va se poser 3 questions. Est-ce que cette saison 2021 est déjà historique ? Hamilton-Verstappen, est-ce que ce duel peut rentrer dans la légende de la Formule 1 ? Et surtout, ce duel peut-il bien se terminer dans le cadre du dernier Grand Prix ? Puis on bouclera comme ça avec un petit quiz spécial Frank Williams, forcément dans nos pensées tout au long de cette journée et de ce week-end du côté de l'Arabie Saoudite. Merci les gars, à mercredi, gardez le peps. Les mêmes fringues aussi ? Ouais, c'est possible. Bon, on fait ça, on se retrouve mercredi avec les mêmes sapes. Allez, à mercredi avec les mêmes sapes. Salut les gars.